Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne de Coureur Stat. Vous êtes sur ma vidéo débrief du marathon de Berlin 2024, un échec ou une réussite. Le marathon a eu lieu le 29 septembre dernier. On est presque 2 mois après celui-ci et on va voir dans une analyse détaillée comment ça s'est passé. Alors les débuts, le marathon de Berlin, j'ai dû m'y inscrire 1 an en avance environ. Quand on a une référence sur marathon inférieure à 2,45, on peut s'inscrire directement sans avoir besoin de passer par une loterie. Donc c'est quelque chose de très avantageux. Alors ce temps de 2h45, je l'avais déjà obtenu 2 fois dans le passé, mais le dernier je l'ai eu à Amsterdam le 15 octobre 2023. C'est un marathon que s'était plutôt bien passé. Donc là vous pouvez voir les différents splits sur 5 km. Où j'avais été plutôt régulier en 2h38,57 avec deux semis 1h19,10, 1h19,47, donc un très léger positif split. Le plan s'était très bien déroulé. Le parcours avait été un peu frustrant. Je le dis pour tous ceux qui sont intéressés par le marathon d'Amsterdam. Il y a deux sas de départ à Amsterdam. Il y a le sas A où en fait vous partez depuis la piste et le sas de départ B où vous partez un peu à l'extérieur comme un citoyen de seconde zone et vous partez en décalé par rapport au premier sas. Ce qui fait que moi par exemple, je m'étais retrouvé après le départ à rejoindre en fait ceux qui cherchaient à viser les 3 heures qui étaient partis dans le stade auparavant. Donc ça a fait que j'ai dû zigzaguer pendant les 5-10 premiers kilomètres. J'étais tout seul du début à la fin. Et je me suis retrouvé complètement tout seul, à peu près à mi-parcours, au moment où il y avait le vent de face et la pluie. Donc un vrai bonheur. Donc tous ceux qui veulent faire Amsterdam, en étant compétitif, évitez à tout prix la zone de départ B. Voilà, c'était un mini coup de gueule Amsterdam. Mais l'exécution était au final beaucoup plus que correcte et le résultat était meilleur qu'attendu. J'espérais moins de 2h40. Au final, je fais un 2h38,57 en étant un chouïa frustré, mais quand même très heureux au global. Après coup, j'étais quand même un peu cramé physiquement et mentalement. Ça devait être l'enchaînement des semaines d'entraînement. Ça finit par prendre le coup sur tout le monde. Après Amsterdam, j'ai enchaîné par une reprise stupide. J'avais une gêne au pied gauche. Alors après marathon, c'est pas choquant d'avoir des pépins physiques. Le tout, c'est de savoir bien les gérer, chose que je n'ai pas faite parce que j'ai pas un peu trop marché les 24-48 heures qui ont suivi. Et ensuite j'ai fait une reprise stupide, c'est-à-dire qu'à J+9 j'ai fait un 2x8 x 30-30, une partie en côte, très malin. À J+11 un 10 x 400 et une sortie longue 20,5 km 2 semaines plus tard, comme si de rien n'était. Pour couronner le tout, j'avais un 10 km que j'ai essayé de faire compétitif à J+21, que j'ai essayé de faire compétitif après une semaine de pause complète, entre J14 et J21, parce que évidemment je m'étais blessé entre temps. Donc j'ai fini à 35 minutes 40, à 2 secondes de mon record. Ensuite j'ai refait une reprise progressive et un 10 km moins favorable en 36-21 la semaine suivante. Sur celui-là j'avais moins d'attente, celui-là est moins fort, le parcours était moins favorable, donc ça m'a pas choqué. Et tout cet enchaînement, on va dire, de petits pépins et de contretemps m'ont découragé à m'inscrire sur un marathon au printemps 2024. J'hésitais avec Manchester, pour lequel je pouvais m'inscrire encore à l'époque, mais finalement je me suis abstenu. Donc j'ai voulu reprendre ensuite les 2 premières semaines de décembre avec des semaines à 80-85 km. Et c'était encore trop tôt, j'avais encore une gêne à la cheville gauche. Du coup, la seconde moitié de décembre a été qu'un KA, un peu, pas grand chose. J'ai juste fait une course de 21,4 km le premier dimanche de janvier, avec un peu de relief, en étant seul du début à la fin, 1h21, c'était relativement satisfaisant je trouve. Et c'est qu'en février que j'ai pu faire une reprise pleine, plus de 3 mois et demi après Amsterdam. Donc voilà, hein, prenez des pauses après vos marathons, hein. On a beau en avoir fait 8 comme moi, ça arrive quand même de faire des conneries et de se voir plus beau qu'on ne l'est réellement. Et on va attaquer l'hiver-printemps 2024, où il y a déjà des signes de progrès. Alors du coup le mois de février qui a suivi un peu a été plutôt solide, 338 km avec plusieurs bonnes séances. Par bonne séance j'entends donc 3 fois 1800, 3 fois 2000, 3 fois 8 minutes, 3 fois 1600, oui j'aime beaucoup le seuil et les intervalles un peu longs. Une séance un peu pyramidale aussi, 400, 800, 1200, 1600, 1200, 800, 400. Donc les allures vous pouvez les consulter sur le tableau, c'était du début de saison donc
Évidemment, c'est un peu plus long que ce que je faisais, un peu plus lent que ce que je faisais pendant mon plan d'entraînement à Amsterdam, mais c'est normal. J'ai été battre mon record sur semi-marathon début mars, avec un temps de 2 minutes 15 inférieur à 2023 sur ce même marathon. Alors mon record lui datait de 2019 bien avant, la dernière fois que j'avais fait un semi-marathon vraiment bien. Et ça s'était très bien passé. On voit aussi que j'ai fait 60 mètres de moins, hein. C'est le moyen le plus efficace si vous voulez gagner du temps sur une distance, c'est de courir moins. En mars, j'ai pu faire 368 km et 2 bonnes séances de vitesse. Donc une nouvelle séance pyramidale mais avec des intervalles plus courts. Donc j'étais hors entraînement marathon, c'était le moment de tester des allures un peu plus rapides. Et un 2 x 9 x 400, un peu plus d'une 20 de moyenne par 400. Donc 18 x 400, un peu plus d'une 20, donc c'est un peu plus rapide que mon rythme 5 km théorique, je dirais. En avril, j'ai fait 364 km, j'ai fait les 2 tiers du marathon de Paris, en accompagnement, hein. J'ai aussi eu une grosse crève, mais où j'ai quand même réussi à mettre des bonnes séances. Et j'ai conclu avril en faisant aussi un bon trail dans la boue, à une photo de moi, vous ne l'aviez pas vu jusqu'ici. Alors on voit pas très bien sur la photo, mais j'avais des chaussures de route, donc complètement stupide. Et on mettait les pieds dans la gadoue jusqu'au niveau supérieur du mollet là, donc je sais pas si vous voyez mon beau mollet gauche dans ma foulée là. Il y a un peu de boue jusque là, c'est pas des éclaboussures, hein, c'est juste la jambe qui est rentrée dedans jusqu'à ce niveau là. Du coup, mai 2024, j'ai pu enchaîner avec un bon kilométrage hebdo régulier et 2 bonnes séances. Alors, 2 bonnes séances, notamment un 2 x 3000 avec 400 de récup et un 3 x 800 avec 200 de récup. Les 3000, je les ai passés un peu plus en contrôle, à 3,38, 3,39 de moyenne au kilo. Et les 800 à 3,25 au kilo environ à peu près. C'était fatigant, mais c'était une très bonne séance, je pense. Le kilométrage hebdo régulier, vous pouvez voir que après les 3 mois qui ont suivi Amsterdam qui étaient très mauvais, là j'ai vraiment pu enchaîner un peu les semaines dans les environs de 80-90 km. Ce qui fait que pour mon objectif de printemps habituel, enfin que j'ai fait pratiquement tous les ans depuis 2019, les courses de Strasbourg, j'ai fait 1h19 au semi-marathon et 36,59 au 10 km dans la même demi-journée. C'est un combiné, je crois que c'est le seul cours de France à ma connaissance qui fait ce genre de combiné où on peut faire plusieurs courses dans la même demi-journée. Donc on voit que sur le semi j'ai fait 1 minute 30 de mieux que l'année d'avant, quand même avec un tout petit peu trop d'effort j'ai trouvé, et en me bouffant une barrière parce qu'un coureur devant moi se l'est bouffé et l'a mis en travers de mon passage. J'ai suivi aussi mes propres recommandations de Rambouillet et j'ai couru 160 mètres de moins sur le semi, hein. C'est très important pour gagner du temps. Et sur le 10 km, j'ai quand même tenu un 36,59, donc c'est du 3,42 de moyenne. Et de façon anecdotique, j'ai fini deuxième au classement du combiné. Alors je finis deuxième parce qu'il n'y a pas grand monde qui fait ce combiné, faut pas se mentir. Je crois qu'on est 150. Mais quand même, un petit plaisir. Pas de podium, parce que ils font pas de podium juste pour cette combiné là. Mais j'ai un bon de 50€ que je n'ai toujours pas utilisé pour un sport 2000. Après ça, j'ai décidé de prendre une semaine de pause. C'était mes gros objectifs du printemps, donc la pause était enfin méritée. J'ai essayé d'apprendre ma leçon d'Amsterdam. Et quand on s'est bien donné, on mérite de bien se reposer. Alors le plan à l'été 2024. Alors définition de l'objectif. Alors je suis parti de ces simples constats de base. En mars, j'ai battu mon record sur semi et pas de 2 minutes 15 de 45 secondes. Et surtout, j'ai amélioré mon temps de 2 minutes 15 sur la même course, au semi-marathon la même année. En mai, j'ai fait un meilleur temps sur le semi-marathon de Strasbourg, plus j'ai pu faire le 10 km, alors que j'avais pas pu le faire l'année d'avant parce que j'étais légèrement blessé. Donc là, vous pouvez le voir. Et j'avais mon volume aussi year to date qui était supérieur à 2023. Les comparaisons de séances étaient favorables et l'exécution était non parfaite au marathon d'Amsterdam. Donc à partir de ça, là vous voyez mon kilométrage de janvier à mi-mai sur les 7 dernières années. Donc à partir de ça, j'ai réfléchi un petit peu dans ma tête et j'en suis venu à 2,36, 2,35. Allez, 2,35, le compte est rond. Ouais, j'avais plus de 36 en tête, mais 2,35 ça faisait un objectif plus rond. Alors l'exécution du plan, je vais pas revenir en détail. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller les voir, je vous y invite.
Et donc on peut voir que dans l'exécution, j'ai fait essentiellement des séances de qualité au seuil, que je tag T comme threshold. C'est comme ça que les définit Jack Daniels. Alors là, vous pouvez voir un graphique avec un double abscisse. À gauche, c'est l'allure en secondes. À droite, c'est la distance en mètres. Ce qu'il faut retenir, c'est les points rouges en fait, et la courbe rouge qui est la courbe de tendance sur l'ensemble du plan, de la semaine 1 à la semaine 15, et de voir qu'en fait cette courbe elle va vers le bas, ce qui est une tendance donc à être de plus en plus rapide. En gros, je suis parti à peu près de 3,40 sur un 3 fois 2500 pour finir en 3,35, 3,36 sur mes dernières séances de Fraxio qui pouvaient être du 3 fois 3000 ou du 3 fois 2400. Au total, ça faisait 11 séances pour 77,3 km. Une allure qui variait de 3,42 à 3,35. 6 séances mixtes qui incluaient aussi des allures I ou R. Donc I c'est à peu près l'allure 5 km plus ou moins, et R c'est des allures rapides en relâche. Le but c'est d'aller vite sur des 200 ou des 400 mètres. Globalement on voit une tendance à l'amélioration qui est assez claire. A l'inverse, pour Amsterdam l'année d'avant, ça donnait ceci. Donc faites pause si vous voulez voir en détail, hein, sinon je passe directement à l'explication textuelle. 12 séances donc pour 71,1 km, donc une séance de plus que pour Berlin mais avec moins de kilométrage. Une allure qui allait de 3,45 à 3,39, que du seuil, j'ai fait aucune répétition en I ou allure R, et pas de tendance claire à l'amélioration. Ensuite, en faisant le même exercice pour les sorties lentes, alors ce que je définis les sorties lentes, c'est en dessous de 70% de fréquence cardiaque. Alors bien sûr, ces courbes, je pars du principe que je compare des choses, que je compare différentes séances sur différentes années, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que je mets à peu près le même niveau d'effort dans des conditions plus ou moins similaires. Ce n'est pas vrai d'une séance à l'autre, mais sur deux plans, sur 15 semaines, la moyenne globalement devrait s'équilibrer. C'est ça la logique pour moi. Donc là, vous pouvez voir que je pars environ de 5,25 et que je finis à un peu plus de 5,15 de moyenne sur ces séances lentes. Donc il y a 43 sorties, 503 km, une allure qui varie de 5,37 à 5,16 et une assiduité globale sur les 15 semaines, avec une tendance à l'amélioration claire. Alors que côté Amsterdam, vous voyez ceci, donc faites pause si vous voulez voir en détail, sinon je passe au textuel. Donc 37 sorties pour 396 km, une allure qui varie de 5,41 à 5,19 et une intermittence un peu dans la première moitié, c'est le moment où je faisais du vélo pour être honnête, et une tendance à l'amélioration claire également, mais sur des allures un chouïa moins rapides. Et enfin le troisième bloc très important pour moi, les sorties longues en étant en dessous du seuil SV1. Donc là vous pouvez voir pour Berlin, donc faites pause si vous voulez voir en détail, c'est toujours la même logique. 11 sorties longues pour 288 km, ça fait un peu plus de 26 km en moyenne par sortie longue. Une allure qui fluctue entre 4,20 et 4,12, une bonne assiduité sur les 15 semaines et une légère tendance à l'amélioration. Alors que côté Amsterdam, pareil, faites pause si vous voulez voir. 11 sorties pour 278 km, donc ça fait un peu plus de 25 km par sortie. Une allure qui varie de 4,26 à 4,15, assiduité sur les 15 semaines aussi, mais pas de tendance forte à l'amélioration. Ensuite, ce que je peux comparer, c'est les courses et autres, comme je disais. Donc j'ai fait une seule course dans ma préparation 2024, c'est la course à Tremblaysienne que j'évoquais dans une vidéo précédente. L'ascension était moyenne, je savais pas trop comment la comparer à 2023 où j'avais fait la Tremblaysienne, mais c'était la course dans l'autre sens, donc il n'y avait pas de comparaison directe possible. Ce qui m'a rendu très triste, c'est de ne pas pouvoir faire le Paris-Versailles, qui était à la même date que le marathon de Berlin, donc c'était logistiquement impossible, alors que c'est une course que j'aime beaucoup faire et que j'avais fait donc l'année précédente avant Amsterdam à S-3. Je fais qu'une sortie vélo aussi dans ma prépa Berlin, là où j'en avais fait 6 pour Amsterdam. Par contre, j'ai bien amélioré mon renforcement, que ce soit en nombre de séances, en variété, et le fait d'avoir ajouté les ischio-jambiers, qui était un élément qui m'avait peut-être paru limitant à la fin du marathon de Berlin. Sur le volume, ça donne un volume total sur les 15 semaines de 1361 km pour la préparation Berlin, contre 1214 pour Amsterdam l'année précédente. Et si on dézoome même sur 6 mois, on est à 2172 km pour
2024 et Berlin, alors qu'on était à 1925 pour 2023 et Amsterdam. Enfin, la répartition du volume. Alors là, à gauche, vous avez la préparation pour Berlin, à droite, celle pour Amsterdam en 2023. Alors, il n'y a pas de si grosse différence. Alors, j'ai regroupé globalement ce que j'appelle All Easy, donc c'est les allures Easy and Slow, donc les sorties lentes, et les allures Easy, donc ça va du footing de récupération après le fractio, aux allures de footing qui sont pas considérées comme slow, mais globalement c'est du entre 70 et 80% de fréquence cardiaque, hein. Donc là on voit qu'il y a du 67,4% pour Berlin, 65% pour Amsterdam. Donc les sorties longues évoquées plus tôt, c'est du 21% pour Berlin, 22% pour Amsterdam. Le seuil, quasiment pareil en proportion entre Berlin et Amsterdam. Et le reste, c'est-à-dire les courses, les lignes droites, les intervalles allure I ou allure R, on est à 1 point de moins pour Berlin par rapport à Amsterdam. Donc la grosse différence, c'est le Paris-Versailles que j'avais pu faire pour la préparation à Amsterdam et pas pour Berlin. Sans quoi en réalité il y a un peu plus dans Berlin. Mais je pensais avoir fait une répartition plus agressive pour Berlin, mais en fait pas du tout. Au final, c'est quasiment du kiff-kiff entre les deux. Donc du coup, le bilan comparatif sur tous ces éléments, je dirais que sur le seuil, Berlin, la préparation était plus favorable, sur les sorties lentes aussi, sur les sorties longues aussi, sur le volume aussi. La répartition du volume, pas de jugement particulier, c'est quasiment pareil. Sur les courses de préparation, il y a cet élément frustrant effectivement de ne pas avoir pu en faire une dans celle de Berlin. Pour le renforcement, ça a été mieux fait pour Berlin. C'était source de fatigue, mais je l'ai géré, j'ai pas eu de blessure. Et ce qui a été mieux dans la préparation à Amsterdam, c'est de faire un peu de cross-training avec du vélo, ce qui induit aussi que je pense j'avais pendant le plan et à la fin du plan une meilleure fraîcheur à la fin d'Amsterdam, à la fin de la préparation avant le marathon d'Amsterdam en 2023, comparé à Berlin. Donc la course. Avant le départ, la semaine d'avant, j'ai fait une petite erreur. Non, pas la semaine d'avant, enfin les jours d'avant course. Ma dernière séance de 3 x 1600 au seuil, qui se fait toujours dans les prépas de Jack Daniels avant le marathon, doit se faire à J-5 et pas à J-4. Je l'ai fait à J-4. Bon, petite erreur, pas dramatique et sans conséquence en théorie, tout du moins j'espère. Le transport jusqu'à Berlin. Là, je vous mets en fait les horaires des trains que j'ai pris. Il y avait 2 trains avec une correspondance, je sais plus, à Francfort peut-être. Donc 10h20. En réalité, j'habite pas à Paris, donc il faut savoir que je suis dû partir chez moi à peu près à 11h, si je dis pas de bêtises, et que l'arrivée évidemment n'était pas, le logement n'était pas dans la gare, mais à une grosse demi-heure, donc 13 heures de transport. C'était dans 2 trains, il y avait quand même une correspondance de 1h30 je crois, donc c'était pas inconfortable, c'était juste un peu long, mais bon, Berlin est très loin malheureusement, donc on peut pas y faire grand chose. Le logement était confortable, je vais pas me plaindre. La nutrition, j'ai peut-être été un peu léger le vendredi, un tout petit peu aussi peut-être le samedi. Alors sur le retrait du Dossard, ça se faisait dans l'ancien aéroport qui faisait très soviétique. Je vous mets quelques photos, c'est rare, mais c'était vraiment assez rigolo de passer sur le tarmac pour aller récupérer nos dossards et puis rentrer ensuite. Alors le dernier footing se fait un peu 4 km et des brouettes, le GPS était en vacances, il m'a vu à 27 km/h alors que j'étais en footing par moment. Cela n'a pas trop de conséquences, j'ai juste fait 5 lignes droites autour de mon logement et c'était tranquille. Le sommeil était bon, le matin le réveil s'est bien passé, le petit déjeuner aussi. La zone de départ, par contre, c'était quand même un vrai petit foutoir, hein. Il y avait des gens partout dans tous les sens. Il a fallu marcher plus d'1 kilomètre pour arriver au SAS. C'était difficile d'avoir de l'espace. Je crois qu'il y avait 58 000 inscrits, il battait le record de tout marathon confondu. Donc oui, c'était vraiment un peu étouffant. Donc le départ, j'étais globalement en position sur la ligne de départ 10-15 minutes avant sans trop de problèmes. Je m'étais échauffé très rapidement, très brièvement, quelques gammes. Alors on rentrait par la droite, donc la technique pour moi c'était d'aller se mettre du côté gauche parce que vu que de plus en plus de gens arrivaient au fur et à mesure, se positionner à gauche ça évitait d'être serré sur la droite. J'ai très vite ingurgité un premier gel, ensuite je me suis débarrassé du sac poubelle qui me permettait de garder un peu
de chaleur parce qu'il faisait quand même frais, et de la bouteille d'eau que je sirotais très légèrement. On était seulement 10-15 mètres derrière les élites, il y avait le bruit, la fureur habituelle d'un départ de grand marathon, ils présentaient les élites, il y avait un satellite qui visait en hauteur. Il y avait une très très belle arche aussi avec des immenses écrans intégrés pour présenter les élites et pour montrer différents landmarks dans Berlin. Comme d'habitude, avant un départ de marathon, on s'ennuie, le départ est imminent, on est serré, devant, derrière, à droite, à gauche, ça sautille et PAN! Alors sur la course, dès le départ, j'ai trouvé que le pack était très très dense, mais quand même gérable. Bon, c'est un départ de course, on est habitué que on se marche un tout petit peu dessus juste avant le départ. Premier kilomètre, globalement, se passe en 3,40, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Par contre, les sensations sont un peu sans plus. Bon, c'est un départ de marathon, je m'inquiète pas trop. C'est pas au premier kilomètre qu'on sait qu'on va casser la baraque ou qu'on va exploser. Le deuxième kilomètre, je passe en 3,43. Là, je me dis, bon, bof, j'essaie consciemment de réaccélérer très très légèrement. Alors, il faut vraiment que ce soit subtil, parce que le but, c'est pas de passer en 3,35 et d'exploser à coup sûr. Je trouve que le pack se dédensifie relativement peu après plusieurs kilomètres. C'est sous-optimal dans les virages. J'aime beaucoup prendre des trajectoires bien à l'intérieur parce que moi je suis là pour courir un marathon, donc c'est 42,2, c'est pas 42,3, 4, 5. Chaque mètre de moins, c'est des secondes potentielles de gagner et j'aime bien les prendre. Et là, je ne peux pas parce que c'est trop dense. Donc le temps officiel aux 5 km, c'est du 18,31, c'est 3,42. Bon, j'accepte le temps, je force pas l'allure davantage. Sans compter que le cardio commence déjà à atteindre les 85% de fréquence cardiaque, max. Bon, on fait avec. Hein. Donc là, vous voyez les splits par kilomètre GPS, sans que le GPS va évidemment légèrement surestimer ma distance, mais c'est à titre indicatif, parce que ils peuvent se tromper, mais tant qu'ils se trompent de façon constante, ça permet de voir à quelle vitesse on va. Alors du 5 au 10, je trouve que le pack se dédensifie toujours pas, c'est long quand même. Hein. 3,41, 3,38, 3,40, 3,39, 3,35. Il y a un léger regain d'allure et d'espoir. Le split au 5 km c'est du 18,24, donc c'est du 3,41 au kilomètre. Ça me fait du 36,55 au 10 km. Donc c'est grosso modo l'allure pour un gros 2h35. Ça me va. Les sensations sont sans plus. Les ravitaillements en eau sont un peu compliqués avec la densité encore, parce qu'évidemment c'est des gobelets en plastique, donc, et quand on a 3 personnes à sa gauche, 3 personnes à sa droite, ça devient complexe. J'ai un peu perdu cette habitude d'être dans des gros packs comme ça, moi. J'absorbe mon deuxième gel, j'ai une stratégie gel à 0,8, 16, 24, 32, donc j'en reparlerai plus tard. Le cardio s'aventure un peu déjà dans la zone 85-90% de fréquence cardiaque max. Bon, c'est là où normalement il doit être. Je trouve qu'il arrive un peu tôt par rapport au marathon d'Amsterdam l'année d'avant, mais bon, je vais pas le faire baisser par ma propre volonté. Hein. Donc les speeds par kilomètre. Du 10 au 15, donc c'est la première fois que je suis dans une densité aussi forte à ce stade de la course. Je trouve ça toujours désagréable. Kilomètre passant 3,37, 3,44, 3,40, 3,37, 3,46. 18,32 au 5 km, donc c'est un peu moins de 3,43 par moyenne. On est plus sur du 2,36 prévisionnel et j'ai vraiment pas envie de prendre le risque de relancer parce que les sensations elles deviennent même médiocres, voire mauvaises. Mentalement c'est dur. Je suis au kilomètre 15 mais dans la tête j'ai l'impression d'être au 35. Et bah là, évidemment, spirale négative, ça commence à se déglinguer dans la tête, l'impression que l'objectif est mort, que ça va péter, et que la question c'est juste quand. Du 15 au 20 km, j'ai déjà envie d'abandonner. C'est déprimant. 3,37, 3,37, 3,44, 3,42, 3,43. Le 5K passe en 18,36, donc c'est du 3,43 par kilomètre. Donc physiquement ça va en fait, ça flanche pas tant que ça, mais mentalement j'ai l'impression vraiment d'être au fond du trou. C'est terrible. Alors en plus je zappe un ravitaillement parce qu'il y a trop de monde et ça me gonfle. Faut jouer des épaules ou faut ralentir nettement, tout ça pour choper des gobelets dont on renverse la moitié. Donc je prends mon troisième gel.
Il n'y a rien à faire. Être dans un tel état de détresse, c'est vraiment déprimant. Il n'y a plus de plaisir et c'est la première fois que j'ai une absence de plaisir aussi tôt dans un marathon. Et là, on voit que la courbe de tendance du temps par kilomètre commence à être positive, c'est-à-dire que je ralentis. Alors du 20 au 25, je me souviens de la Yorkstrasse. J'ai tendance à oublier beaucoup de choses pendant les marathons. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, ah, ce marathon, il est très beau, des paysages, passe devant des magnifiques bâtiments. Ou alors celui-là, on passe dans une banlieue, c'est moche. Eh bien, moi, en fait, ça me fait aucun effet. Quand je suis dans un marathon, je suis dans mon tunnel, en fait. Il pourrait y avoir n'importe quoi sur la gauche, sur la droite, la plus belle chose du monde ou la chose la plus horrible que je pense que ça me ferait pas trop d'effet. Mais là, sur cette course, à ce moment-là, quand je passe dans ces traceux, où on passe sous différents ponts, je suis... Le paysage est déprimant, en fait, c'est une sorte de vieux pont, ça a l'air à moitié désaffecté, des affiches dégueulasses à droite, il y a un Aldi à gauche. C'est pas encore le semi et j'en ai marre, franchement, j'en ai déjà marre. Questionnement existentiel, le temps va être très long. Kilomètres passant 3,40, 3,42, 3,45, 3,44, 3,45. Le 5K en 18,48, donc c'est du 3,46 par kilomètre. Passage au semi-marathon, c'est un 18,08, c'est pas très loin de mon record, hein. Bon, ça c'était ce qui était attendu. Mais avec la baisse de vitesse, il y a des packs derrière qui commencent à me rattraper et doubler. Donc la densité m'embêtait avant, maintenant elle va m'embêter doublement parce que je vais ralentir et qu'il y a des packs qui vont revenir derrière. Après je relativise, je me dis, ah, 1h18, j'ai juste besoin de faire un second semi-marathon un peu moins d'1h21, ça fait toujours un record. Et je vis un calvaire. À ce stade de la course, j'ai envie d'abandonner, mais en même temps, j'ai jamais abandonné la moindre course. Donc je me concentre sur ce que je peux, je prends mon 4ème gel. Donc là, le speed par kilomètre, vous voyez la dérive qui s'accentue vers le haut. 25 ou 30 km, 3,44, 3,45, 3,54, 3,47, 3,41. Le 5 km passe en 18,51. Le 3,54, c'est parce que c'était le seul kilomètre un peu montant à Berlin, au 28ème. La baisse d'allure reste contrôlée. Alors les sensations sont cataclysmiques. Je suis au fond du trou mentalement, j'en ai vraiment marre. Enfin, ça fait 15 km que j'en ai marre. Mais l'allure, je ralentis, c'est pas terrible, mais ça reste passable en fait, hein. Disons que j'ai plus sombré mentalement que physiquement. Un petit encart sur la météo aussi, il fait bon quand même. Je m'inquiétais beaucoup de la météo, mais au final il faisait relativement bon. Il y avait quand même le soleil de sortie, donc une petite transpiration, c'est pas parfait. Et le cardio on casse bien, je suis toujours sous les 90% de fréquence cardiaque max, c'est ça que je voulais faire, c'est ça le seuil que je veux pas dépasser. Et la courbe qui continue dans la mauvaise direction. 30-35, 3,47, 3,44, 3,41, 3,45, 3,49, le 5 km en 18,56. Donc là je fais des calculs d'apothicaire, 2h36 c'est mort. Le record pour l'instant ça tient, mais en même temps on est loin, donc on verra. On commence à ne plus me doubler, ça y est, c'est enfin le moment de la course où c'est dédensifié, dans le sens où j'ai plus des gros packs autour de moi, on ne me rattrape plus. Donc je prends mon 5ème gel au kilomètre 32, donc j'alterne entre des Morten 160 et des Apurna longue distance que je bois avec beaucoup d'eau. En approchant le 35ème, je sors un peu du fond du trou au niveau mental, pour entrer dans la douleur plus normale des derniers kilomètres. Donc je ne suis plus dans le déplaisir total, mais dans le plaisir masochiste de la fin de marathon. La courbe est toujours mauvaise, mais à ce stade, il n'y a plus grand chose à faire. 3,49, 3,48, 3,35, 3,50, 3,50. Le 3,35 c'est une erreur GPS. Le 5 km officiel en 19,08, c'est évidemment les 5 km les plus lents que je vais faire de tout le marathon. Ça reste quand même sous les 3,50 de moyenne. Donc je me dis que pour 2h37, il va falloir cravacher sévère, mais le record en tout cas ça devrait le faire. C'est du quasi 2,39, il faut faire en dessous de ça, et sauf cataclysme, en théorie c'est bon. C'est aussi le moment où je commence à doubler des coureurs en perdition, c'est-à-dire complètement à l'arrêt. Je me souviens d'avoir doublé une féminine qui était, elle était garée. Elle courait, mais elle courait plus vraiment. Donc le cardio commence à dériver au-dessus des 90% de fréquence cardiaque max, et c'est ok, c'est à ce stade de la course qu'il faut que ça se fasse. Je zappe le gel du 40K que je prends au cas où, donc je prends je prends toujours 6 gels sur moi, mais le 6ème au final j'ai jamais le temps de le caser.
parce que j'entre dans l'état de détresse respiratoire, je commence à expirer comme une locomotive, mais c'est normal, c'est une fin de course, il reste moins de 10 minutes, c'est gérable, je peux le faire. Les splits par kilomètre, voilà, ça commence à se stabiliser. 3,50, ça a l'air d'être la barrière haute que je ne vais pas dépasser. 3,51, 3,50 et une base de 3,30 pour les deux derniers 200 mètres. 8,17 donc sur les deux derniers kilomètres, une 3,46 de moyenne. Il est temps que ça se termine. Comme souvent dans mes courses depuis quelques années, je perds ma lentille gauche. C'est-à-dire que j'ai fait une prescription il y a 6 ans pour l'anecdote. Et en fait, dès qu'il fait un peu frais, quand je vais trop vite ou que ce soit, j'ai tendance à perdre la lentille gauche et je vois du coup très flou. Ça m'est arrivé sur un triathlon, ça m'est arrivé sur des semi-marathons, ça m'est arrivé sur le Paris-Versailles. Ça fait partie de l'expérience. On est dans le mal, on expire mal, on est fatigué, on en a marre, on voit flou. C'est le folklore. La route est plus qu'un champ de mort avec des coureurs éparpillés, il n'y a plus de pack où que ce soit. Le revêtement est enfin très large, un peu tardivement je trouve. On enchaîne les virages et enfin on aperçoit la porte de Brandenburg. En regardant ma montre, je vois un gros 2h35. Par contre il reste 800 mètres. Et oui, l'image de la vidéo de preview où je vois la porte de Brandenburg avec 2h35, elle a existé dans ma tête. Hein. J'ai regardé ma montre, j'ai vu 2h35, j'ai vu la porte de Brandenburg au loin. Donc je ne vous ai pas menti. Voilà le split. Et l'arrivée, la dernière ligne droite est longue, il faut arriver jusqu'à la porte de Brandenburg qui était très loin, et même quand on l'a franchi, il reste 350 mètres. J'arrive à accélérer péniblement jusqu'à 3,20 km, du 18 km/h. Je double quand même quelques coureurs et je me fais très peu doubler. Enfin, l'entraînement qui paye. Je suis plus très lucide, mais j'ai l'impression que peut-être un 2h37 ça peut être jouable. Et non, 2h38,03. C'est un record pour 54 secondes avec un positif split de 1 minute 47 entre les deux semis. Et j'arrive enfin au ravitaillement d'arrivée et j'espère avoir des choses pléthoriques, mais non, le choix est limité, il n'y a rien de salé, l'eau est trop sucré pour boire. La zone de massage est introuvable également, tant pis. J'avais demandé pourtant à des bénévoles qui n'est pas capable de m'indiquer où c'était. C'est l'avantage quand on arrive assez vite, c'est qu'il y a encore des masseurs disponibles et j'aime bien en profiter. Et voilà les splits officiels de 5 km. Donc le dernier pour le 42,2 c'est la base de vitesse parce que évidemment j'ai pas fait 18,49 sur les 2,2 derniers kilomètres. On peut voir que ça a été positif, split de 5 km en 5 km. Alors les impressions à chaud, c'est que c'est la fin du chemin de croix, soulagement d'avoir fini quand même. Ça reste un record en plus. Malheureusement c'est pas ce pourquoi j'étais venu, donc il y a un peu de déception en même temps. Surtout que c'est le marathon où j'ai pris le moins de plaisir de ma vie. Pendant les 2 tiers de la course, ça fait le temps long quand même. 1h45 de souffrance, mentale d'abord, puis mentale et physique sur la fin. Mais c'est quand même fou que je sois arrivé au bout alors que j'en avais marre au tiers. Donc c'est très mixte, je dirais neutre au final, mais frustré. Donc quelques chiffres. Là vous pouvez voir donc l'ensemble l'activité sur Strava, une cadence de 195 pas par minute sur l'ensemble de la course, la fréquence cardiaque moyenne était à 158, ça c'était ce qui était attendu, il n'y a pas eu de surprise, ni bonne ni mauvaise. L'allure est légèrement surestimée parce que le GPS m'a mis à 42,5. Hein. Un chiffre comme ça, trivia par hasard, l'utilisation des chaussures pendant mes 1361 km d'entraînement. Vous pouvez voir que j'ai pas de sponsoring, hein, j'utilise des marques différentes et variées, des Nike, des New Balance, des Adidas, un peu de Saucony, du Reebok. Voilà, c'était pour les curieux. Donc les footings lents étaient en Invisible, les footings quelconques étaient en New Balance Rebel, les sorties longues essentiellement avec des Adios Pro ou des Vaporfly Next. Le marathon en Vaporfly Next pour 103 et quelques runs aussi avec des Reebok que j'utilise toujours. Alors le bilan global. Alors les craintes que j'avais avant la prépa, directement de la première vidéo sur ma chaîne, donc il y avait la peur de la blessure, la réserve de vitesse faible, météo, le plan, la luxation de l'épaule gauche est limitée aux ischio-jambiers. Alors la peur de la blessure, au final j'ai rien de majeur, sur ça il n'y a pas de souci. La réserve de vitesse faible, c'est une limite qui est tout à fait possible, étant donné mon profil. Mes records sur 10 km et semi ne laissent pas du tout penser que je serais capable de faire 2,38 sur marathon et pourtant je le fais. La météo a été clémente à Berlin, c'était un motif d'inquiétude pour moi, je reviendrai après, là j'ai un graphique.
Un plan trop ambitieux, pas vraiment en fait. Quand je le décortique après coup, je me dis qu'au final il était relativement classique. La luxation de l'épaule gauche, ça a été un non-sujet, c'est pas revenu, heureusement, c'est ce que j'espérais. Et la limite au disque jambier, je l'ai bien travaillé, sur ça il n'y avait pas de problème. Enfin, physiquement j'ai bien tenu le coup pendant le marathon, alors que j'étais vraiment fatigué. Donc sur les températures, vous pouvez voir l'historique sur les un peu plus de 20 dernières années. Donc ce marathon de 2024, ça a été le marathon le plus frais de Berlin depuis 2013, je pense, au global. C'est-à-dire qu'au départ, la température était vers les 9 degrés, à l'arrivée, elle était vers 13. C'est un chouïa chaud avec le soleil, mais je vais pas me plaindre étant donné que les 9 autres marathons qui précédaient étaient plus chauds, les 8 autres parce que 2020 n'a pas eu lieu. Donc sur les points sur quoi j'étais confiant avant prépa. Alors la bonne condition au démarrage, oui, c'est vrai, c'est une vérité inaliénable. La fiabilité historique dans la tenue des objectifs, pas tout à fait, du coup. La progression dans la qualité volume du plan d'entraînement, progression minimale niveau qualité au final. Enfin, pas si colossal que ça. Dans le volume, ça a quand même été pas trop mal. Un meilleur environnement d'entraînement, ça n'a pas fait de différence notable pour moi, malheureusement. Et le parcours plat à Berlin et la densité que je citais comme les avantages, la densité m'a au final gêné. Alors j'avais fait une comparaison rapide en fait. À Berlin, je termine 750e. Avec à peu près le même temps à Amsterdam, je faisais 250. Et en 2h42 à Florence, mon précédent marathon, j'étais 50e. Au final, je pense que Berlin, c'est trop dense pour moi. Je fais beaucoup mes marathons seuls, sans pack, ou alors je saute de groupe en groupe, ou alors des groupes me rattrapent, mais la densité de Berlin pour moi c'était trop. À mon niveau en tout cas, j'aime pas. Donc ce qui a marché, pas marché. Donc ce qui a marché, le verre à moitié plein, j'étais quand même bien solide physiquement, je l'ai mentionné précédemment, mais c'est fort. Donc, je suis fier d'avoir tenu jusqu'au bout du coup, parce que en avoir déjà marre au kilomètre 15 et arriver au kilomètre 42.2, c'est quelque chose. J'ai pas fait le moindre kilomètre au-dessus de 4,00, même pratiquement pas au-dessus de 3,50, alors que j'étais zigouillé mentalement au tiers. La météo était quand même super, elle n'était pas parfaite, hein, mais c'est jamais complètement parfait. C'est un record quand même, mine de rien, ça reste un motif de satisfaction. Et ma stratégie ravitaillement était très bonne. Alors c'est à peu près la même que j'ai depuis plusieurs marathons, mais là j'étais passé des Morten 100 aux Morten 160, que je consommais pas forcément intégralement, mais le fait de pouvoir en consommer un peu plus, ça reste bénéfique. C'est un peu plus de surcharge glucidique, quoi, donc ça m'a pas posé de problème, donc c'est tout bénef. Le négatif, donc le verre à moitié vide, c'est que j'ai quand même l'impression d'avoir raté le taper. J'ai un peu raté l'alimentation d'avant-course. J'étais vraiment cramé mentalement beaucoup trop vite. Berlin était trop dense, je l'ai mentionné déjà à quelques reprises. Je pense qu'il y a eu un manque de relâche possible dans la prépa. Et que j'ai manqué d'une bonne course de prépa pour vraiment me situer. Donc c'est ce Paris-Versailles qui me sert d'habitude souvent l'automne, que je n'ai pas pu faire. Ou de courses qui me permettent de comparer directement la forme d'une année sur l'autre. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Je l'ai évoqué, le taper. Donc le volume du taper, surtout dans les semaines qui précèdent, je pense. Le 3 x 1600 à J-4 au J-5, peut-être un peu aussi. À J-7, avoir fait un bloc allure marathon, est-ce que c'était pertinent? Pas forcément sûr. La séance trop dure à S-2, alors je la mets ici, c'est pas une séance que je faisais habituellement auparavant. D'ailleurs je l'ai fait en contrôle, hein, un 2 x 3800 au seuil et un 4 x 200-200. Alors 3800 c'est long hein, comme bloc de seuil, d'habitude je fais pas trop ça. L'allure je l'ai fait en contrôle, les 400 je les ai fait en contrôle aussi, je devais faire 5 fois, les 200 pardon. Je devais en faire 5 d'ailleurs, mais bon, je le sentais pas donc je les zappais, ça a été une bonne chose. Peut-être que c'était une séance un peu trop dure à J-17. L'alimentation, je l'ai évoqué très rapidement, mais trop léger le vendredi. Pas full samedi non plus. Ça, c'est une erreur stupide a posteriori. Alors, il y a eu peut-être une usure physique et mentale, le fait d'avoir trop enchaîné, pas assez fait de pause, ou de cross-training avec du vélo, une usure physique. Des conditions pas parfaites dues à la densité. Et en fait, tout ça, ça a fait
que je me suis légèrement surestimé le jour J, faute de course repère, et aussi parce que je partais sur un principe que je regardais mes séances, et donc 2,35, 2,36 ça pouvait le faire. Or le jour J, je n'étais pas capable de faire 2,35, 2,36. Sans doute 2,37, mais vu que je suis parti sur une allure 2,35, 2,36, bah, j'ai fini en 2,38. Pour le résumé, donc c'est le 2,35. Le taper foiré, 30 secondes, 2h35, 30. L'alimentation, je dirais que c'est quand même une bonne minute, 2,36, 30. Une usure physique générale, 30 secondes de plus, 2,37. Le parcours, la météo, bon on va dire 20 secondes, ça va être du 2,37, 20. Et le fait de m'être surestimé, pouf, 40 secondes de plus, 2,38. Donc sur le format diagramme, ça donne ceci. Donc je considère quand même que ces 2 tiers, le taper, l'alimentation d'avant-course et l'usure physique, c'est des choses qui auraient pu être traitées assez facilement. C'est ces 3 choses qui ont mené au final à me surestimer le jour J, donc c'est ce qui explique au final presque 90% des 3 minutes de trop que j'ai fait sur ce marathon à mon goût. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des estimations au doigt mouillé, il n'y a pas d'études scientifiques très claires sur le sujet, hein. Je n'ai pas fait des prélèvements sanguins ni de biopsie de mes muscles pour vérifier comment ça s'est passé. C'est un ressenti général, hein. Évidemment il y a une grosse porosité je pense entre tous ces critères, mais c'est comme ça que j'analyse en fait cette très légère contre-performance. La suite pour moi, 2024 ça reste quand même une année record. J'ai battu mon record sur semi-marathon, j'ai battu mon record sur le combiné semi plus 10 km. Il y a un record sur 10 km à venir. C'est mon record de kilométrage hebdo, mensuel et annuel. Hebdo ça doit être un peu plus de 104 km, mensuel de mémoire je fais un mois un peu plus de 400, annuel je suis parti pour faire 4000 km environ. Il y a des séances que j'aurais pas imaginé faire dans le passé. Et un record sur marathon quand même. Donc post-marathon, j'ai fait une reprise pas stupide. Contrairement à Amsterdam, ça y est. Mais gare à l'usure physique quand même. Donc j'ai dépoussiéré mon record sur 10 km à S plus 6, donc 6 semaines après, sans aucune préparation. Donc mon record était de 35-38, j'ai fait 35-11. Je pense que ceux qui regardent trouveront quand même ça nul par rapport à mon temps sur marathon de 2,38. Mais c'est ce que je suis capable de le faire seulement sur 10 km. Donc globalement je suis en roue libre, je fais du bornage au plaisir pour finir vers les 4000 km. On va peut-être faire une petite course à saucisson en décembre, on verra dans le calendrier. Et je repartirai courant janvier pour le marathon de Manchester le 27 avril 2025. Voilà, cette vidéo était très longue, je sais pas combien seront arrivés jusqu'au bout, je vous remercie d'être allé jusque là et de m'avoir suivi pendant cette prépa marathon. Je vous souhaite à tous de très bonnes courses et à bientôt sur la chaîne Coureur Stat.